Nous sommes à Dubaï pour la dernière manche de la Coupe du Monde de Rallye Raid. Les pilotes qui sont venus ici pour se faire plaisir bien sûr, mais également pour préparer le Dakar. Car quoi qu'il arrive ici, eh bien, le champion du monde est déjà titré. Il s'agit bien sûr de Jean-Louis Schlesser. Nous allons suivre ce Rallye Raid de Dubaï de l'intérieur avec un pilote plus particulièrement, l'un des meilleurs pilotes privés français, Jean-François Guinaud, dont la voiture se trouve juste derrière moi. Tout commence à Dubaï, donc dans cette ville un peu spécifique. Vous verrez dans quelques instants les images, le contrôle technique et puis le prologue de kilomètres à une centaine de mètres d'ici. Tout commence sur le port de Dubaï où la voiture de Jean-François Guinaud arrive enfin avec de nombreuses heures de retard. Direction ensuite le contrôle technique avant quelques essais pour savoir si tout va bien. Jean-François Guinaud n'en est pas à son premier rallye raid, bien au contraire, une véritable passion qui lui permet de s'évader. Je me retrouvais il y a une quinzaine d'années à avoir passé le Paris-Dakar dans notre région, dans les Deux-Sèvres. Et j'étais avec un ami qui s'appelle Thierry, mon meilleur ami. On avait vu passer, on avait une quinzaine d'années, on avait passé le rallye et on a passé toute la journée à regarder passer les voitures et ça donnait vraiment envie de partir, on en rêvait. Et donc on s'est juré un jour de le faire et 10 ans après, on a réussi à trouver un budget et partir sur un premier rallye qui s'appelait le Paris-Dakar. Depuis combien de rallye raid en gros? Oh, plusieurs dizaines, je ne les ai pas comptés, mais pas mal. 8 Dakar, 10 ou 12 Tunisie, 5-6 Maroc, plusieurs Barras, voilà, donc une bonne 30 ou 40 rallyes je pense au total, oui. Pour ce rallye de Dubaï, Jean-François a changé de monture et revient à ses premières amours, Mitsubishi avec un Challenger, tour du propriétaire. Alors c'est un Challenger Mitsubishi de V6 3,5 litres de 230 chevaux, donc 4 roues motrices bien entendu, avec un gonflage et gonflage automatique qui nous permet de gonfler et dégonfler la voiture en fonction du terrain. Ça c'est une nouveauté puisque ça nous évite de descendre de la voiture et tout se passe au niveau du copilotage. Au niveau suspension, donc, on a 2 amortisseurs par roue qui nous permet d'avoir un fort débattement et qui nous permet de passer dans les passages très cassants. Ensuite, donc, on retrouve la même chose à l'arrière, donc au niveau suspension, toujours le dégonflage. On peut regarder au niveau équipement arrière. Donc tout est en Kevlar, donc tout est en matériau composite qui nous permet d'avoir un poids minimum. On a donc 2 roues de rechange en cas de crevaison, matériel outil, système de gonflage et gonflage automatique avec des compresseurs. Certains ont des bonbonnes, nous c'est des compresseurs. Ça permet de pouvoir gonfler de manière limitée la voiture. La sangle en cas de plantage. Voilà, et un réservoir de 400 litres qui se trouve entre nous, donc pilote, copilote et les roues. Voilà, et les pelles qu'on utilise le moins possible. C'est surtout pour la décoration normalement. Voilà. Et la croix pour les crevaisons. On a également les plaques et des liquides, huile, eau en cas de problème mécanique. Ensuite, côté pilotage, on a donc très important de l'eau qui permet d'être donc consommée par ces tuyaux. Le petit rétroviseur pour ouvrir la porte, voir si on est crevé, si on a un problème en route. Ça permet le matin également de se raser. Très intéressant. Voilà, donc après côté pilotage, on retrouve les voyants habituels, c'est-à-dire donc contour, les niveaux. Ici on a un Star qui nous permet d'avoir tous les niveaux de pression d'huile, de température d'huile, d'eau, donc pouvoir contrôler la machine en course, savoir si on a un problème. Côté boîte, c'est une boîte 5 manuelle, classique, avec le système qui permet de passer en 2 roues, 4 roues motrices et en courte également. Côté moteur, donc, c'est un moteur Mivec 3,5 litres qui développe 230 chevaux, voilà, qui est un moteur donc, qui vient des voitures de série qui a été amélioré pour la course. Donc, voilà.
avec un système de refroidissement particulier, avec des ventilateurs surdimensionnés de façon à refroidir le plus possible, puisque l'ennemi numéro 1 également sur les courses, c'est la température, surtout à Dubaï. Voilà. Premier contact sur le sol des Émirats Arabes Unis et première sensation. À côté de Jean-François pour ses essais sur un terrain particulièrement accidenté, on a l'impression de se retrouver à l'intérieur d'une machine à laver en plein essorage. Mais plaisanterie mise à part, c'est la motricité de la voiture qui étonne et sa capacité à épouser le terrain et à se retrouver dans des conditions peu confortables sans pour autant se retrouver sur le toit. Ici, le freinage non assisté est très performant et on se rend compte également de l'importance du pilotage car la faute est très vite arrivée. Comme j'espérais, c'est un véhicule qui ressemble au Pathfinder Nissan. C'est un châssis long, bien suspendu, donc c'est un pilotage plutôt de voiture de course que de 4x4. Donc je retrouve les références du Pathfinder, donc les 2 ans d'expérience que chez Nissan, je pense, vont me servir. La véhicule est très agréable, au niveau de suspension, ça a l'air vraiment très très solide. Croisons les doigts et Inch'Allah, on verra ça dans 4 jours. Jean-François Guinaud est aussi là pour préparer le Dakar. Toutefois, la voiture de Dubaï aura quelque peu évolué d'ici la fin de l'année. Dès le retour de Dubaï, puisque là on n'avait pas le temps matériel, ni le fabricant de boîte, ni nous, de fabriquer la boîte pour Dubaï. Mais dès la rentrée de Dubaï, on va préparer le Dakar, monter la boîte séquentielle, faire des essais. Et avant les 2 km de prologue, dernier échauffement. En rallye raid, ce qui est primordial, c'est d'être endurant. Donc on conduit avec des températures très élevées dans la voiture, plus de 50 degrés en moyenne. Donc il s'agit d'être endurant, donc beaucoup de cardio training, donc beaucoup de vélo, beaucoup de step, de course à pied. Donc il ne s'agit pas d'être très musclé, mais surtout être endurant et supporter la chaleur pendant très longue durée. Au niveau musculation, c'est surtout également le cou et le dos, puisqu'on reçoit beaucoup de microchocs. Le casque fait dans les 2,5 kg, 3 kg. Et on ne se rend pas compte, il suffit d'avoir une caméra embarquée pour s'en rendre compte. J'espère qu'on verra quelques images tout à l'heure. La tête secoue beaucoup, avec 2 ou 3 kilos, on a souvent des problèmes ici cervicaux. Et donc il faut muscler ce dos absolument, surtout sur des courses comme le Dakar où ça dure 3 semaines. Il faut absolument muscler tout ça pour pouvoir tenir le coup. Donc Jean-François, vous essayez de vous entraîner tous les jours, mais visiblement le sport et l'entraînement, c'est une histoire de famille. Exactement, oui, vous pouvez le constater, toute ma petite famille elle est au complet. Ma fille Marion, ma femme Aneta et mon petit chien Arbito. Tout le monde est là et fait du sport avec moi. Et pour terminer, à bientôt. Le prologue, première confrontation face à de nouvelles machines. Alors justement, auteur d'un temps scratch en 2001 au Rallye du Maroc, quels peuvent être les objectifs d'un pilote privé? La bagarre, donc, et pour nous, bien sûr, c'est plus difficile puisque pour rentrer Tom 10, il y a plus de voitures. Mais avec une voiture fiable et en étant constant sur un Dakar par exemple, je pense qu'on peut rentrer dans les 10, c'est l'objectif, et essayer de finir peut-être premier privé. Et retour sur ce prologue, une mise en jambe puisque le résultat ne compte pas. Une façon de faire le spectacle est de prendre en main la voiture le temps de 2 km et quelques virages. Peu importe donc le résultat, mais pour la petite histoire, c'est Niki Biadzon, ex-champion du monde des rallyes, qui signe le meilleur temps, à égalité avec Grégoire de Mévus sur le X5. Stéphane Peter Hansel signe le 2e temps, il est donc 3e. Nous sommes à Abu Dhabi, départ de la première étape, au programme 300 km de spécial, 300 km de sable. C'est Stéphane Peter Hansel à bord de ce tout nouveau Pajero qui va ouvrir dans quelques instants la piste. Effectivement, les choses sérieuses commencent, 313 km précisément de sable entre Argent et Manassir Plateau, et forcément le stress commence à monter. C'est toujours stressant, il y a toujours la peur de la première panne, d'avoir oublié quelque chose. Il y a toujours l'angoisse, le petit pincement, et je pense que ça dans 50-100 km ça ira mieux. Une première frayeur sur la liaison pour Jean-François, un problème de boîte qui a finalement l'air de s'estomper, mais dans la séquence frayeur, il n'est pas le premier à ouvrir le bal. Première figure signée Hiroshi Mazioka, une 50aine de kilomètres après le départ. Plus de peur que de mal, on change la roue et c'est reparti.
Problème également pour Grégoire de Mévius, l'huile de boîte qui lui joue des tours. Le Belge perd 3 heures. Et à croire que c'était le mal du jour, puisque finalement c'est aussi la boîte de vitesse qui va handicaper Jean-François Guinaud, sans compter quelques ensablements supplémentaires. Jean-François qui termine 13e à 1h03 du scratch du jour, Stéphane Peter-Hansel. Et forcément, dans l'écurie CLC, on va bosser toute la nuit. On a une liste type en fait. Donc dès que la voiture arrive, on prend cette liste type. Sauf gros problème comme ce soir où on attaque directement le gros problème. Sinon c'est resserrage, on commence par le train avant, le milieu si on peut dire, et le train arrière, tous les serrages complets. Et après, s'il y a quelques petites bricoles à faire, hein, comme ce soir il voulait changer les tripes, changer les piles, faire des petites choses comme ça on le fait après. Mais au départ c'est une liste type, tous les serrages en fait, tous les contrôles. Un contrôle normal, il y en a à peu près pour 4 heures. 4 heures pour un contrôle normal. Bon, là ce soir ça sera beaucoup plus long bien sûr. Sinon ouais, en moyenne c'est 4 heures. Vous emmenez combien de kilos ou combien de matériel, de pièces de rechange sur un rallye raid? En kilos je sais pas, mais il y a de quoi refaire une voiture entière, mis à part la carrosserie. Mais sinon il y a de quoi refaire la voiture entièrement. Et puisque nous sommes dans la mécanique, continuons avec l'un des éléments les plus importants en rallye raid, les amortisseurs. C'est un gros vérin hydraulique qui compense, disons, qui ralentit les absorptions de sol. Chaque fois qu'il y a un trou et que la voiture saute, l'amortisseur ralentit la roue de façon à amortir, comme son nom l'indique, le choc par rapport à la voiture. Voilà, donc ça se compose d'un cylindre dans lequel il y a de l'huile et du gaz, une tige et la liaison avec le triangle inférieur et la partie supérieure qui est fixée au châssis. Là, nos amortisseurs nous ont une réserve de gaz séparée avec en bout un réglage. Et avec ce réglage, ça nous permet de compenser plus ou moins puissamment la détente. Et sur l'autre côté ici, vous avez un autre réglage pour la compression. Donc 2 réglages, un réglage pour la compression, un réglage pour la détente. Voilà, l'importance des amortisseurs aussi, il faut qu'ils soient très bien refroidis, donc très bien placés, parce que sinon ils chauffent et ils perdent de leur propriété. Donc tout ça, c'est un ensemble de conditions qu'il faut absolument réunir pour avoir une bonne voiture. Mais pendant ce temps, les mécanos ne sont pas les seuls à œuvrer, puisque Manfred Croix, le copilote de Jean-François Guinaud, révise sa copie et nous explique son rôle. Déjà, donc les choses importantes, il y a beaucoup de blabla des fois qui servent à rien du tout. Des petites notes qui sont, je dirais, pour des voitures de notre niveau qui ne sont pas importants, qu'on peut ignorer. Mais par contre, se faire une idée du terrain, et surtout, la préparation consiste à ne rien louper le lendemain matin. Pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui d'ailleurs. Je profite de la liste des points GPS que l'organisation m'a procuré et que je rentre dans l'ordinateur. Par un système de banque de données des points GPS. Et une fois ces points GPS dans l'ordinateur, je peux les reporter sur la carte que j'ai numérisée, cette même carte que j'ai donc dans l'ordinateur, et qui me dessine exactement le parcours du lendemain. Les ustensiles, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, tout est dédoublé déjà en cas de panne. Si jamais il y en a un qui tombe en carafe, il y a toujours encore l'autre qui fonctionne. Donc ici, on a 2 GPS qui sont identiques, les deux. Des GPS qui sont de l'organisation, qui sont obligatoires, et on n'a que le choix de ce modèle-là. Comme ça, tout le monde est au même niveau et il n'y a pas de triche possible. Ensuite, on a les Tripmaster. En fait, c'est rien d'autre qu'un compteur kilométrique